Bonjour, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Bernard Clerfailly. Bonjour. Bonjour. Ministre de l'Emploi, de la Formation. Alors, j'ai trouvé dans la liste aussi le bien-être animal, les allocations familiales, la tutelle sur les communes. J'en oublie ? Certainement. Et les Smart Cities. Et les Smart Cities. La transition numérique. Eh bien, on va voir. Est-ce que c'est une Smart City d'avoir davantage de vélos électriques, de trottinettes électriques et de scooters électriques? Alors, je ne sais pas si vous avez suivi la prise de bec vendredi, suite au départ de Jump et Félix de certains quartiers à Molenbeek et à Laken. Sur notre antenne, vendredi, Catherine Moureau, la bourgmestre de Molenbeek, a attaqué ces sociétés de mobilité. Écoutez-la. Ça ressemble quand même à une forme de capitalisme assez dur, où on choisit ses marchés commerciaux, on interagit très peu avec l'autorité publique, on délaisse facilement des quartiers, ce qui est l'inverse d'un service public. Il faut rappeler que Vélo travaille chez nous avec succès et répondant à une demande importante depuis longtemps. Donc je pense qu'il y a là derrière une pratique commerciale avant tout, et peut-être la volonté d'entrer en négociation avec les autorités publiques, avec des faits marquants, mais pour des raisons plutôt commerciales, oui. Alors, pour des raisons commerciales, quelle est votre réaction? Je vous en propose 3. 1, elle défend le vandalisme. 2, elle défend les quartiers stigmatisés. Ou 3, elle déteste la nouvelle économie. Un peu des trois, peut-être. Un peu des trois. Ce qui est clair, c'est que c'est un enjeu de mobilité, cette nouvelle mobilité à Bruxelles, mais la question du vandalisme dans les quartiers ou du respect des dispositifs se pose aussi. Maintenant, ces sociétés aussi usent et abusent du dépôt de leurs véhicules un peu partout. Ça dérange tout le monde dans tous les quartiers, mais il n'y a pas de raison dans certaines parties de la ville, il y ait plus de déprédation, de vandalisme qu'ailleurs. Et donc, à mon avis, les torts sont partagés, autant ces sociétés que la gestion publique. Donc là, c'est les bourgmestres qui doivent intervenir dans les cas pareils? Ça fait partie de l'ensemble du caractère paisible de la ville. Tout le monde, dans tous les quartiers, a le droit à ce que sa voiture ou son vélo, sa motocyclette ou un véhicule de location ne soit pas abîmé. Mais c'est peut-être un peu excessif comme réaction aussi, et peut-être aurait-il fallu que ces sociétés contactent directement les autorités publiques pour voir comment gérer cette question de manière plus coordonnée. Bon, balle au centre. Voilà. Alors, comment améliorer les statuts de ceux qui travaillent pour ce type d'entreprise collaborative? Voilà, on élargit un peu, je sais pas, à Deliveroo ou à Uber Eats ou à d'autres. Est-ce qu'il y a moyen d'améliorer ces statuts-là? Alors, c'est une compétence qui appartient au fédéral, c'est pas la mienne, mais ça me pose question, évidemment, dans la politique de l'emploi en région bruxelloise, parce que de plus en plus de jeunes... C'est des emplois non qualifiés. C'est des emplois, de plus en plus de jeunes travaillent, trouvent de quoi vivre, de quoi travailler, de quoi nourrir leur famille. Donc ça, en soi, c'est très bien. Mais on peut se poser des questions sur le caractère trop flexible de ce travail. Certains peuvent être amenés à surtravailler, à ne pas respecter suffisamment le temps de repos, travailler à des moments difficiles, et parfois on est un peu sous-payé. Donc c'est un vrai débat à avoir sur quel statut pour les travailleurs de cette nouvelle économie. Elle est plus flexible qu'avant, cette flexibilité est aussi utile. On est tous contents parfois de commander un repas tard le soir et de voir quelqu'un qui peut vous le livrer en vélo, mais il faut être certain que derrière ces emplois, il y a des statuts suffisants, et on a vu des mouvements sociaux de quelques livreurs. Mais est-ce que c'est un véritable gisement d'emploi? Comme on dit par exemple, la transition écologique, c'est aussi un gisement d'emploi. Est-ce que ce type de société collaborative ou de nouvelle économie, est-ce que c'est un gisement d'emploi? Alors, il y a un gisement d'emploi dans tous les emplois de service. Et on va aller de plus en plus vers des emplois de service, vers la population. Le secteur des services se développe et c'est la majorité de notre économie. Donc, les emplois de service vont continuer à se développer. Mais ils ne doivent pas tous être des emplois avec une telle flexibilité. Les emplois de service, c'est aussi les soins, les infirmiers, c'est aussi tout le secteur Horeca. Et il ne faut pas qu'il y ait des dérives vers des emplois à ce point fragiles qu'il y ait des dérives comme on a connu que les manifestations des chauffeurs de certaines de ces compagnies. Oui, mais est-ce que c'est la faute des consommateurs si ces emplois sont flexibles? Puisque la demande est flexible aussi. Alors, on peut organiser un service économique flexible qui répond à une demande flexible sans nécessairement flexibiliser à outrance les conditions de travail. Et donc, c'est là qu'il y a un débat et qu'il faut un juste équilibre. Et ça relève aussi de créer un contexte entre reprendre des travailleurs, des employeurs qui soient plus équilibrés. Alors, si on en vient aux compétences purement bruxelloises sur l'emploi, ben là c'est clair. Le nombre de chômeurs baisse de moins en moins, notamment chez les jeunes, mais Bruxelles garde un score qui est quand même effroyable en termes de chômage. Alors, est-ce qu'il y a moyen de faire beaucoup plus et beaucoup mieux que ce qui a été fait? On va continuer sur l'excellente lancée qui a été prise par le gouvernement précédent, Parti des Gauzoins, par Actiris, tout le gouvernement qui a bien travaillé. On est enfin parvenu à inverser la courbe du chômage à
Bruxelles. On est passé d'un chômage de 22%, gigantesque, 22%, à un peu plus que 15%. Il faut continuer à aller dans cette même direction. Parce qu'on est quand même plus haut que les autres régions. Il y a 15% de chômage à Bruxelles, c'est dramatique. Il y a 7-8% en Wallonie et 3-4% en Flandre. Il n'y a pas de raison qu'on continue à conserver des taux de chômage aussi élevés. Et cette statistique, elle cache surtout des situations personnelles. Moi, je pense aux jeunes ou moins jeunes qui cherchent du boulot, quelqu'un qui l'a perdu après avoir un peu travaillé, ou aux parents qui s'inquiètent de comment faire mes enfants, est-ce que le diplôme, les études qu'ils font vont conduire à un emploi. Donc l'enjeu, c'est ça. Et c'est aussi ce qui assure le niveau de vie de tout le monde. Le niveau de précarité ou de pauvreté plus grand à Bruxelles, il tient aussi au fait qu'il y a un taux de chômage trop élevé en région bruxelloise. Donc c'est un enjeu majeur du gouvernement. Oui, mais en gagnant comme ça 1% par an, il faudra encore attendre 7-8 ans avant de rattraper les autres. Écoutez, si on peut faire plus, on fera plus. Mais comment faire plus? Comment avoir... C'est par la formation, souvent, qu'on dit qu'on peut améliorer. Si on peut qualifier mieux les Bruxellois, et notamment les jeunes Bruxellois. Alors, il y a un grand type de formation professionnelle des gens qui se présentent sur le marché de l'emploi en région bruxelloise. Il n'y a pas de problème d'emploi. Il y a 750 000 emplois en région bruxelloise. La moitié, un peu plus, sont occupés par des Bruxellois. L'autre moitié par des gens qui sont des navetteurs, qui viennent d'un peu plus loin ou de très très loin parfois. Donc, des offres d'emploi, des emplois qui se créent, il y en a tout le temps. La question, c'est la capacité des gens qui habitent Bruxelles, qui sont formés à Bruxelles, qui habitent ici, de répondre à ces demandes, à ces offres d'emploi. Et donc, la formation professionnelle, l'école, la formation, l'enseignement supérieur, tout ça est fondamental. Je dis à tous les gens qui nous regardent ici, aux parents, poussez vos enfants à faire des études, aller le plus loin possible dans les études, parce que les placeurs, les gens qui sont chez Actiris nous disent, c'est évidemment le niveau d'emploi, le niveau de formation qui facilite la mise à l'emploi, la mise en stage ou la mise en emploi des gens qui sont demandeurs d'emploi. Encourager un jeune à continuer des études quand il ne se sent pas franchement fait pour la formation qu'il a, ou il aimerait gagner un peu d'argent, parce qu'il y a quand même il y a plein de choses, il y a plein d'objets qu'on a envie de s'acheter. Est-ce qu'il y a un incitatif qui peut être créé? Première chose, d'abord faire les études qu'on a envie de faire. On ne fait pas bien les choses qu'on n'aime pas. Et donc trouver quelque chose qui vous plaît. Et tout le monde a de l'or dans les doigts, de l'or dans la tête. Les jeunes le montrent. Ils sont parfois fatigués de l'école, mais ils sont d'une créativité avec les instruments technologiques modernes. Il y a peut-être des nouveaux emplois, des formations dans le numérique. Le plus grand volet de formation qu'on fait en région bruxelloise, c'est dans le numérique et les nouvelles technologies. Donc il y a peut-être des formations qui vous plaisent, qui vous permettront de rencontrer vos envies. Il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres métiers sympathiques et plein d'autres formations sympathiques. La deuxième chose qu'on a constatée, c'est que beaucoup de demandeurs d'emploi qui suivent des formations, qu'on a inscrits en formation, pour une partie d'entre eux, leur situation de précarité, parfois des parents seuls avec enfants, qui cherchent du travail, qui suivent des formations, ne vont pas jusqu'au bout, parce que leur situation sociale rend difficile la poursuite de cette formation sans que leur situation financière ne soit améliorée, qu'ils puissent assumer toutes les charges de la formation. Voilà pourquoi il y a une indemnité de formation qui est aujourd'hui d'1 euro de l'heure, et nous avons bien l'intention de l'augmenter, à terme d'aller jusqu'à 4 euros, mais rapidement déjà aller à 2 euros de l'heure pour inciter les gens à aller au bout de leur formation. Environ un quart des gens ne vont pas au bout de leur formation, donc c'est de l'énergie qui a été perdue, qui n'aboutit à rien, et ils n'ont pas l'occasion ensuite de trouver un emploi. Alors, on parlait de diverses compétences. En termes de budget, il y a quand même beaucoup de projets pour ce nouveau gouvernement bruxellois. Certains parlaient au sein du gouvernement, et l'opposition aussi, est-ce que la région peut encore s'endetter? Est-ce qu'elle peut davantage s'endetter pour financer ces nouveaux projets? Alors, la politique, c'est faire des choix. C'est de fixer un objectif, faire des choix, avoir des ambitions et pouvoir les financer. L'enjeu à Bruxelles, c'est que nos finances sont limitées. Ce gouvernement précédent avait un déficit d'environ 400 à 500 millions pour financer des investissements dans le métro, dans le transport en commun, dans le tram, etc. Ces investissements, il faut qu'on les poursuive. C'est essentiel de devenir de Bruxelles. Donc on doit continuer dans cette voie-là. Simplement, il faut faire attention à ne pas dépasser notre capacité d'endettement et ne pas laisser une dette exagérée. Quelle est la limite pour vous? Actuellement, les prévisions semblent annoncer qu'on passerait on va doubler la dette sur cette législature. Ça me semble exagéré. Il faudrait essayer de savoir limiter l'expansion de la dette parce que cette dette, il faut la payer un jour. Tant que les taux d'intérêt sont bas, c'est bien, mais un jour où les taux d'intérêt augmentent, il faudra sans doute financer cette dette et ça viendra au détriment des autres dépenses publiques. Donc le débat budgétaire va commencer maintenant. Je pense qu'on doit sûrement ne pas dépasser l'hypothèse d'un doublement de la dette, sinon on met en péril le fonctionnement de Bruxelles à l'avenir. Et l'idée de cette taxe au kilomètre qui était lancée, mais qui est dans la déclaration gouvernementale, est-ce qu'il faut l'imposer aux Flamands et aux Wallons, ou est-ce qu'il faut discuter, et si oui, dans quel délai? D'abord, il faut discuter, c'est ce qu'on a décidé. Donc, dans quel délai? Le plus rapidement. D'abord, il faut qu'il y ait un gouvernement wallon, peut-être qu'on le saura aujourd'hui, un gouvernement flamand, on saura dans quelques jours, il faut qu'on parle ensemble. En tout cas, on ne peut pas
se contenter du statu quo. Aujourd'hui, tout le monde dit ça ne va pas. Les embouteillages, les fils. Mais vous êtes tous d'accord au sein du gouvernement bruxellois pour dire que s'il n'y a pas d'accord avec les Wallons et les Flamands, on y va seul? Si on ne parvient pas à un accord, on devra nous-mêmes réformer la fiscalité automobile. Aujourd'hui, seuls les Bruxellois payent une taxe lorsqu'ils possèdent un véhicule et une taxe fixe par an. Ce serait plus intelligent d'avoir un système où on finance les routes, la mobilité à travers une taxe sur ceux qui roulent sur les routes à Bruxelles et surtout ceux qui roulent aux heures de pointe. C'est ça l'intelligence de cette taxation kilométrique intelligence, c'est de faire participer aussi, pas seulement, aussi les Wallons et les Bruxellois qui viennent rouler et surtout aux heures de pointe. Celui qui ne roule pas aux heures de pointe, il devrait payer moins. Celui qui roule beaucoup aux heures de pointe, il devrait payer plus parce qu'il crée les embouteillages qui nuisent à tout le monde. Alors, un autre cas où Bruxelles ne fait pas comme les autres, c'est l'abattage sans étourdissement. Donc, Wallonie et Flandre ont voté un texte là-dessus. Bruxelles, on n'en a même pas discuté. Alors, si, on en a discuté dans le cadre des formations de la majorité. Oui. Il n'y a pas eu d'accord au sein des partenaires. Il n'y a jamais eu de discussion au Parlement là-dessus, en tout cas. Non, il n'y a pas eu au Parlement. Mais enfin, on connaît les opinions des uns et des autres. La campagne électorale a fait apparaître des positionnements très différents des groupes qui composent la majorité et le Parlement bruxellois. Donc, il n'y a pas d'accord politique à ce stade. Nous avons décidé d'attendre que la Cour européenne de justice, qui est saisie d'un recours sur cette question-là, se prononce afin de fixer le cadre légal dans lequel on peut travailler. Et dès qu'on aura le retour de la Cour européenne de justice, on va voir s'il est possible, en région bruxelloise, de créer le cadre de discussion sur cette question. Donc il n'y a pas de tabou sur cette question. On essaie d'attendre plutôt un avis juridique, c'est ça? Voilà, on attend de voir le cadre légal dans lequel on peut travailler. Petite question sur défi, puisque là, finalement, vous avez décidé d'être au sein de ce gouvernement bruxellois. Vous n'êtes plus à Schaerbeek, vous êtes à 100%. Toujours bourgmestre, mais je suis en congé de ma fonction. Donc je m'occupe encore de ma commune, certainement, mais plus en tant que. Mais de plus loin, voilà. Alors, qui doit remplacer Olivier Minguin à la tête de Défi? Est-ce que c'est le temps de dire place aux jeunes, place aux femmes? Alors moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens et beaucoup de jeunes de qualité dans le parti. On ne les connaît peut-être pas encore assez. Je pense qu'il y aura des candidats pour assumer les fonctions de direction du parti pour les années à venir. Il faut peut-être une équipe plus large qui prenne des gens de Wallonie, de Bruxelles, des hommes, des femmes, des gens qui montrent l'image de la modernité des défis. Et donc, c'est l'occasion. Il y a 5 ans sans élection, c'est l'occasion de faire émerger une nouvelle génération, au-delà de celle qui a beaucoup occupé les médias, Olivier Minguin, Didier Gauzon et moi. Merci Bernard Clairfamille. Demain, on se retrouve avec une autre interview. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.